En fait, t'as l'impression que c'est un monde parallèle et tu retombes dans un quotidien où parfois tu reviens et t'as une sorte de choc du retour de dire est-ce que j'ai vécu, c'était réel ? Et puis tu revois les gens, t'as l'impression que leur vie, ils n'ont pas bougé alors que toi, t'es parti 1 an ou plus ou moins, mais t'as l'impression que les choses n'ont pas bougé alors que toi, t'as changé. Bienvenue dans De Vraies Vies, le podcast qui vous embarque pour des aventures inspirantes de femmes qui ont osé changer de vie grâce au voyage. Je suis Anastasia, votre guide curieuse et passionnée de voyage. Du développement personnel aux solutions audacieuses pour donner du sens à nos vies, embarquez pour des récits captivants qui donneront des ailes à vos rêves. Prête pour l'exploration ? Allez, on embarque. Si vous faites partie des chanceuses qui ont eu l'occasion de faire un long voyage dans votre vie, alors vous connaissez ça. Vous venez de passer 6 mois, 10 mois, 1 an ou plus à voyager autour du monde. Vous avez découvert des pays magnifiques, vous avez parlé avec des gens de tout horizon, vous avez découvert de nouvelles cultures, de nouvelles façons de voir le monde, et puis tout d'un coup, vous êtes chez vous. Ou chez vos parents, en France ou en Belgique. Bref, vous êtes rentrés. Les questions commencent alors. Celles qu'on vous pose et celles que vous vous posez. Et maintenant quoi ? Ces questionnements sont en général accompagnés d'un fort sentiment de malaise et de l'impression de ne pas être au bon endroit. Vous vous sentez perdu, presque vide. Alors rassurez-vous parce que ce sentiment a un nom, c'est le syndrome du retour de voyage. Et pour parler de ce syndrome, je reçois dans l'épisode du jour Lily Foodies qui a subi cette malédiction après 15 mois de voyage. Alors installez-vous confortablement avec une tasse de thé ou de café ou la boisson de votre choix parce qu'on va parler de tout. On va parler de voyages qui changent une vie, du retour à la réalité et des défis du retour de voyage, notamment ceux vécus par Lily Foodies quand elle a dû faire face au jugement et notamment à la vie quotidienne après avoir goûté à l'aventure. Si vous vous reconnaissez dans cette description, et je n'en ai aucun doute, alors restez avec moi parce que dans cet épisode, nous allons essayer de trouver ensemble une solution à ce syndrome. Vous êtes prêtes ? Alors c'est parti. Bonjour Lily. Hello. Ou Aurélie, c'est ça, hein, c'est ton vrai Oui, prénom. Ton vrai prénom, c'est plutôt Aurélie. Oui. Et bienvenue sur De Vraies Vies. Je suis ravie de te recevoir, donc merci d'avoir accepté cette invitation et d'être là dans ce salon. Eh ben, merci à toi pour l'invitation. En tout cas, ça fait très plaisir. On se retrouve dans un petit salon parisien. Retour aux bases. Donc Lily, tu es une voyageuse passionnée, une âme curieuse, j'ai envie de dire, qui a récemment fait un tour du monde de 15 mois en solitaire, donc seule. Mais bon, on n'est jamais vraiment seul quand on fait un tour du monde. On va voir ça. Et tu tiens le blog qui s'appelle Lily Foodies Travel depuis 2018. Avant de continuer, ça vient d'où ce nom ? J'ai lancé ce blog lié à mon Instagram lors d'un voyage dans les Pouilles en Italie. Ça faisait des années. Alors moi, je viens du milieu du marketing, du web, etc. Et j'ai toujours eu cette passion du voyage, de la photo, du partage. Et lors de ce voyage aux Pouilles, à un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter de saouler mes amis sur mon Instagram perso à partager toutes mes photos de voyage parce que ça peut saouler certaines personnes quand on en partage trop. J'ai dit, je vais lancer un petit Instagram avec juste mes photos de voyage. Et puis à côté, je me suis dit, tiens, je vais me faire un blog pour partager mes aventures. Ça peut être mon carnet de voyage aussi, partager à mes amis, partager mes petites astuces. En mode souvenir. Voilà, c'était vraiment souvenir, un truc de partage. Et puis finalement, 5 ans après, ce blog marche plutôt pas mal. Et donc, j'aide beaucoup de gens à voyager et j'en suis ravie, quoi. Bon, super. Et on verra un peu plus en détail tout ça juste après. Donc, tu es revenue là de ce tour du monde en juin dernier. Et t'es partie donc il y a combien, 16, 17 mois ? Ouais, c'était en mars de l'année dernière que je suis partie, en fait. Donc là, À tes 31 ans. Donc maintenant, si les calculs sont bons... J'ai 32. 32. Ouais. Bientôt 33. Bientôt 33 en janvier. Et en janvier, là, ça fait... Ouais. On est fortes en matin. Et donc aujourd'hui, on va revenir ensemble sur ton parcours, ton déclic pour faire ce tour du monde. Et surtout, on va parler d'un sujet qui est hyper intéressant, hyper important, je trouve, c'est le retour de voyage, donc dont j'en ai parlé un peu dans certains épisodes, mais en filigrane, on va dire. Et là, ça va être le sujet principal. Donc pour commencer, on a quelques infos sur toi, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et aussi sur ton rapport au voyage ? Alors je pense que j'ai en fait finalement toujours baigné dans ce milieu depuis petite avec mes parents.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, mes parents sont de grands voyageurs. Ils m'ont emmené un peu partout autour du monde avec eux depuis que je suis bébé. Je crois que finalement, à 6 mois, j'étais déjà dans le sac à dos, limite, je crois, l'île de Maurice ou je sais plus où. Trop bien. Un peu baroudé. Et mes parents, en fait, font toujours, chaque année, un grand voyage. Donc, un voyage en dehors de la France. Et donc, du coup, ce goût de voyage, finalement, je l'ai depuis que je suis petite. Et puis après, il y a eu tout un parcours où j'ai fait mon bac. Après, j'ai fait un parcours en école de commerce. Durant cette école de commerce, j'ai eu la chance de faire un Erasmus à Madrid. Après 6 mois à San Francisco, lors d'un échange universitaire. Donc finalement, ça a encore plus accentué mon goût du voyage, de la rencontre des autres, découverte des cultures. Et puis, fini l'école de commerce, j'ai eu un parcours assez classique, en fait. Moi, je viens de Paris. Voilà, je sors d'école de commerce. J'ai pris mon petit boulot dans le marketing. Donc, j'ai fait plusieurs boulots entre agences, régies, publicitaires, tout ça. Et à côté, mon rapport au voyage, c'était que, comme tous les gens en CDI, je partais avec mes 5 semaines de vacances par an dans mes destinations favorites. Et à chaque fois, c'est vrai que je pense comme beaucoup qui m'écrivent, à chaque fois que tu reviens d'un voyage, tu as envie de repartir. Oui. T'es là, je reviens, c'est quoi ma prochaine destination ? C'est exactement ça. Donc, et moi, c'est vrai que le voyage, c'est vraiment une passion. C'est un moyen de sortir aussi de mon quotidien. Même pour moi, voyager, t'es pas obligé de voyager loin. Tu peux même voyager à un week-end en dehors de... Bon, moi qui suis de Paris, c'est juste sortir un peu de Paris, par exemple, ou autre. Aller à la campagne. Voilà, c'est ça. Et en fait, prendre l'air frais, aller dans la nature, parce que les gens pensent voyage et pensent déjà très loin. Et finalement, alors qu'on peut voyager juste à côté de chez soi, à 2 heures de chez soi, parfois. J'ai vu que tu avais écrit sur ton blog que tu voulais absolument faire l'Australie, mais qu'en fait, avec les congés, j'avais pu parce que tu voulais y aller plus de 3 semaines, comme ça. C'est ça. Et en fait, tu peux pas. Non, en fait, j'avais des rêves comme ça depuis des années. En fait, l'Australie, je connaissais des personnes qui l'ont fait, qui ont fait des PVT, donc qui est le Working Holiday Visa, donc tu travailles pendant plusieurs mois là-bas, soit dans des fermes, etc. Enfin, j'ai eu beaucoup de retours d'expérience de personnes en Australie, puis j'avais des rêves comme ça, mais vu que c'est à l'autre bout du monde, c'est au moins 24 heures de vol finalement entre les escales et tout, tu te dis avec mes 2 semaines de voyage, je vais profiter moins de 2 semaines sur place, et puis en fait c'est tellement grand que tu te dis, je vais pouvoir faire 2-3 villes, et puis c'est tout, c'est frustrant. Donc, je pense qu'il y a aussi maintenant l'impact écologique. Oui, tout à fait. Nous qui voyageons beaucoup, on est obligé de se poser la question de est-ce que je le fais en avion ou pas. Et parfois, il faut. Il n'y a pas le choix. Sur le genre de destination à l'autre bout du monde, je pense que si on y va autrement qu'en avion, on n'est pas sorti de l'auberge. Ou alors, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Oui, c'est ça. Du coup, il ne faut plus avoir de boulot dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Ok, super. Donc, tu me disais que ta passion vient vraiment de tes parents. Mais par contre, ce que je comprends dans ton parcours, c'est que t'as pas voyagé solo avant, finalement, ce voyage. Alors, t'as fait des petits voyages, comment ça s'est passé ? Alors, en fait, pour tout expliquer, finalement, en fait, quand j'y repense avec le recul, partir en Erasmus ou partir en séjour universitaire, c'était une sorte de voyage solo. Oui, c'est vrai. Mais j'ai jamais été seule parce qu'en fait, je partais avec des amis de mes promos, donc j'étais jamais seule. J'avais juste dans mon appart, j'étais en coloc, etc. Mais pour moi, c'était pas vraiment un voyage solo. C'est suite, en fait, à une rupture, il y a quelques années, que je me suis retrouvée un peu seule. Et à la base, la solitude m'angoissait, vraiment. En fait, je vais en parler parce que c'est quelque chose que les voyageuses solo m'écrivent souvent. Parce que du coup, maintenant, j'ai beaucoup de personnes solo qui m'écrivent « Comment t'as fait ? T'as eu du courage ? J'arrive pas à me retrouver toute seule. » Et l'angoisse de pas rencontrer du monde. Enfin bref. Et du coup, en fait, j'ai fait pour la première fois mon premier week-end seul à Marseille. Pas très loin. En fait, mais c'est un concours de circonstances. C'est juste que j'en avais marre d'attendre mes amis, toujours, qui sont jamais dispo. Et moi, du coup, je crois que j'ai fait mon premier voyage solo, c'était quoi, à 28 ans ? Ouais. Et puis en fait, toutes mes copines, elles sont toutes en couple, ou il y en a même qui commencent à avoir des enfants, ou elles sont jamais dispo, enfin, emploi du temps de ministre. Et à un moment donné, j'étais là, mais j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie de partir dans le sud. Bon, écoute, à un moment donné, tu passes avant les autres, et puis faut arrêter d'attendre les autres. Si t'as envie de le faire, vas-y. Donc finalement, personne ne pouvait venir avec moi. J'étais là, j'y vais toute seule, c'est pas grave. Et puis là, les premières angoisses de te dire, première fois que j'ai fait un resto toute seule, franchement, j'étais pas bien parce qu'en fait, t'as tous les regards de gens qui se disent qu'est-ce qu'elle fait toute seule. En plus, j'étais à Marseille. Bon, Marseille, il y a des garçons pas très bienveillants, on va dire parfois, et tous les mecs me regardaient genre en mode qu'est-ce qu'elle fait toute seule à sa table du restaurant. Est-ce que c'est vrai, tu penses, ou est-ce que c'est toi qui... Parce que moi, des fois... Oui. Tu vois, est-ce que c'est toi qui as cette perception-là des autres ? Et en fait, les autres, ils te voient, mais sans te voir, tu vois ? Parce que moi, je vois jamais ces nanas seules, au final. C'est quand moi, je suis seule, où je me dis, je suis seule, tout le monde me regarde.
Et en fait, c'est sûr qu'il y en a, mais sauf que En fait, ça dépend du type de restaurant où tu vas. Je pense que si tu vas dans un petit truc fast-food et tout, tu sais, les gens ne jugent pas, c'est normal d'être seul. Oui. Par contre, là, j'avais été dans un restaurant, il y avait rien d'ouvert ce soir-là. C'était un truc un peu plus classe, tu vois, où les gens ils allaient entre potes et tout. Et moi, j'étais toute seule et même, tu vois, quand t'arrives, le serveur il m'a dit, vous êtes toute seule? Oui. Là, oui. Ah, cette question-là, elle fait mal. Et t'es là, oh la vache, bah ça me prépare bien au voyage solo. Ok, mais non, je pense qu'il y a les deux en fait. C'est toi, tu te dis, ouais, j'assume pas d'être seule et en fait, faut essayer de faire abstraction du monde autour. Et tu vois des regards, donc au final, au début, c'est gênant. Bon, maintenant, quand j'y suis quelques années après, ça me gêne plus du tout. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc j'ai commencé avec Marseille. Finalement, après, bon, je raconterai tout mon parcours, mais d'autres choses ont fait que j'ai commencé à voyager toute seule finalement, parce qu'après, du coup, j'étais célibataire, marre d'attendre tout le temps mes amis et commencer à prendre la conscience de me dire, en fait, si je veux des choses, il faut que j'arrête d'attendre les autres. Et puis voilà, donc j'ai juste fait Marseille. J'ai fait la région de Marseille après, en fait, pendant 2 semaines. Ok, toute seule, toujours? Toute seule, en fait, où j'étais, on va dire, exploratrice pour Vaolo, qui est une entreprise pour certifier des hébergements éco-responsables. Ok, super. En fait, du coup, voilà, j'allais faire des explorations d'hébergements éco-responsables pour les valider sur la plateforme, etc. Bien, ouais. J'ai fait ça dans toute la région, en fait, de Marseille et tous les alentours. Donc, tous les 2-3 jours, je changeais de logement, je rencontrais des personnes locales. Enfin, super. Je faisais les étapes solo, mais je rencontrais des gens, etc. Et en fait, je me suis dit, mais waouh! À un moment donné, j'ai fait une randonnée journée entière dans les calanques de Marseille, toute seule, et je me suis dit, mais quelle liberté! Et en fait, c'est trop bien. Et en fait, c'est trop bien. Et ça a été dans les premiers déclics de me dire, waouh, solo, je peux y arriver, mais t'as toujours des a priori sur un voyage plus grand. Avant de partir en tour du monde, du coup, j'avais jamais fait de voyage en dehors de la France, toute seule. Et c'est sûr que c'était un peu flippant. Mais je trouve ça génial, en fait, de se dire, en fait, je vais tester avec une destination en France, quoi, sur quelques jours, et puis après je reteste peut-être un peu plus longtemps. Et ce qui est vachement bien avec ton expérience là, c'est aussi que il y avait cette excuse entre guillemets du travail. Oui. Moi je trouve que c'est pas mal aussi. Enfin moi c'est ce que je fais avec les podcasts, tu vois, où je me dis en fait j'y vais. Je suis un peu comme en mission, je suis une journaliste qui va en reportage et du coup il y a un peu ce truc c'est vraiment un choix et je trouve que ça aide pour commencer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non mais si, je vois très bien. En fait, c'était une excuse de me dire, bon, j'y vais, mais je serai pas totalement toute seule. Et puis, c'est pour un boulot, etc. Mais bon, je pense que c'était une sorte d'excuse aussi, tu vois. Mais après, ça te permet aussi de dire, ok, mais en fait, je l'ai fait, ça se passe très bien. Je suis hyper heureuse parce que des fois, t'es avec des potes. C'est ça. Et en fait, ils font pas du tout ce que toi t'aurais fait. Ou, enfin voilà, t'es moins libre, quoi. Ah mais c'est ça, là par exemple à un moment donné j'étais dans les alentours de Marseille, donc il y a les îles du Frioul qui sont dans le large de Marseille. Je me suis fait c'était lors de mon week-end toute seule. Et en fait, la bonheur d'être seule, alors bon, c'est bien d'être accompagnée aussi, bien sûr, pour certains trucs, tu partages et tout, mais en fait, je suis partie à l'heure que je voulais. Il y a des moments donnés, j'avais un petit coup de cœur sur une crique, je m'y posais 1 à 2 heures selon, et puis dès que j'avais envie de partir, tu pars ça. Quand t'es avec des gens, tu es un peu, en quelque sorte, contraint de dire, si la personne a faim, a pas faim, moi si, tu vois, on va aller au restaurant, moi j'avais pas faim, et là en fait, tu écoutes tes envies, ton propre corps, et tu fais gré de tes envies. Le soir, j'étais là, oh finalement j'avais prévu de faire ça, bon j'ai la flemme, je vais aller voir le coucher de soleil là, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Bien, tu vois, tu vas au gré de tes envies et c'est ça que j'ai fait pendant tout mon tour du monde et ça c'est incroyable quoi. C'est intéressant ce que tu dis, le rapport au temps, moi c'est un sujet que j'adore. C'est aussi dire t'es pas comment dire, il est midi, il faut qu'on mange, enfin voilà, il y a pas d'horaire, c'est en fait là j'ai faim donc je vais manger, j'ai pas faim, je vais continuer à me promener puis j'irai manger un petit truc plus tard, ou enfin voilà, et c'est juste écouter son corps sur le moment quoi. Et ça c'est vrai que c'est assez rare dans un quotidien classique de pouvoir le faire quoi. Ah non mais clairement, quand t'as ton petit boulot, t'es là, t'as ta pause déj de 12h30 à 13h30, si que t'es faim ou t'es pas faim, faut que tu manges. Exactement. Quand tu rentres, potentiellement, faut que tu manges quand même aussi aux heures à peu près légales, donc oui. C'est la liberté quoi. Ouais. En parlant de ça, justement, ça a été quoi ton déclic pour prendre cette décision de tout quitter, parce qu'on le disait, donc t'avais ton CDI, ton appartement, t'avais même acheté un appartement à Paris, une vie. J'ai écrit confortable, mais était-elle vraiment confortable ? Une vie en tout cas bien rangée, ce qu'on peut appeler classique, même si il n'y a pas de vie classique. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter tout ça pour partir ? Il y a eu un gros déclic, c'est que il y a eu le Covid qui est arrivé. En fait, mon corps m'a lâché, on va dire l'été 2020. Mon corps l'a lâché et en fait, suite à ça, j'ai découvert que j'avais une maladie intestinale qui s'appelle la candidose.
Et en fait, quand j'ai vu les causes de cette maladie, c'était entre autres le stress, la mauvaise alimentation et mon rythme de vie qui allait pas en fait. Faut savoir que moi j'étais la petite parisienne qui sortait beaucoup, qui mangeait pas très bien, qui avait du stress, que ce soit via mon boulot ou via mon environnement, que ce soit prendre le RER. Enfin, moi, je suis de banlieue parisienne, donc je prenais beaucoup le RER, sauf que depuis que je vivais à Paris, donc depuis 2016, j'avais acheté mon appartement à Paris, donc là c'était le bonheur pour moi parce que j'avais les transports, mais bon, j'avais la poche, j'avais choisi des boulots, c'était à Neuilly, enfin banlieue parisienne à chaque fois, donc je me tapais au moins 45 minutes de transport, sauf mon dernier job où j'étais vraiment à un quart d'heure à vélo. C'est le rêve ça. Et ça m'a changé la vie. Déjà en fait, ça a été un premier déclic de me dire waouh, j'arrive à avoir un boulot, je peux aller à un quart d'heure en vélo, et ça m'a changé la vie aussi de me dire aller au boulot en vélo, pas subir le stress de dire est-ce que tu vas avoir ton métro ou le RER le matin, il est décalé parce qu'il y a une grève, tout ça. Puis le monde, quoi, tout le temps. Le monde, en fait, qui t'envahit, les gens qui te bousculent dans le métro. Donc, bon, ça, c'est ma vie. Mais il y a des gens qui adorent ça, c'est très bien. Mais moi, je l'adorais. Tu sais qu'il y a encore 4 ans, je disais à mes potes, mais la province, j'étais la vraie parisienne. Horrible. Je disais aux gens, enfin, la vraie parisienne banlieusarde, mais vraiment en disant, les gens de province, je sais pas, ils doivent s'ennuyer dans leur petit patelin. Il y a rien à faire. Tu sais, moi, j'aime bien, j'ai mon truc, j'ai plein de restaurants, j'ai ma vie à Paris. Je m'ennuierais tellement là-bas. Alors que maintenant, je te dirais, je rêve que de ça. Ouais. Et en fait, même mes proches, ils me disaient, mais maintenant, Aurélie, enfin, j'aurais jamais imaginé il y a 4 ans, vu tout ce que tu me disais, que tu voudrais quitter Paris. Sachant que là, maintenant, j'ai tout quitté. J'ai tout changé. C'est qu'en fait, le Covid, donc du coup, ma maladie intestinale m'a obligée à changer de mode de vie, de mode d'alimentation. J'ai commencé à avoir une naturopathe qui m'a dit, il faut manger sans gluten, sans lactose, sans sucre. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. C'est toute ma vie. C'est ça. Et du coup, j'étais là en mode, mais je peux plus boire d'alcool non plus. Donc, quoi ? Et manger plus de gluten, plus de pâtes, plus de pizza. Donc, j'ai dû trouver des alternatives et tout. Ouais. C'est là où... C'est quoi ? Vas-y, se passe quoi si... C'est qu'en fait, tous ces aliments-là irritent l'intestin. Et en fait, moi, mon intestin était en quelque sorte, on va dire, détruit. La paroi intestinale détruite. Donc, tout affectait mon corps entier parce que tout passait dans mon sang et donc me causait des symptômes vraiment pas drôles. C'est pas que du digestif, c'est des symptômes qui peuvent arriver sur le mental, sur des choses un peu chroniques, de la fatigue chronique, des douleurs musculaires, plein de choses, vraiment pas drôles, que je pensais qui étaient dues à plein d'autres soucis. Et en fait, ça m'a affecté mon corps entier et je me suis dit, waouh, en fait, tous mes soucis de santé sont dus à mon intestin. Donc en fait, j'ai commencé un process de, on va dire, reconstruction de mon intestin. Sauf que fallait changer mon mode de vie entier, plus essayer d'éviter le stress. Donc en plus il y avait le Covid. Donc heureusement, en vrai ça m'a servi le Covid en me disant j'avais moins de possibilités de sortie. Donc déjà j'avais moins de contraintes en me disant je dois dire à mes proches que je peux plus boire, que je peux plus faire ça, que je peux plus manger ça. La pression aussi. La pression, en fait, la pression quotidienne des proches de devoir te justifier tout le temps. Je suis malade en fait. Enfin je suis pas malade mais j'ai découvert j'ai un truc. Donc si je veux me soigner j'ai plus le choix. Et donc tout ça, a mené à me remettre en question moi-même sur mon mode de vie. Et en plus, avec le Covid, avec mon boulot, j'ai eu le droit de faire du télétravail en dehors de la France. J'ai pu faire du télétravail depuis Zanzibar, qui est une île au large de la Tanzanie, pendant 2 semaines. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous à bosser à Paris dans mon petit bureau, voilà. Plus là, à ce moment-là, je bossais aussi 3/4 du temps depuis chez moi, mon petit appart de 27 mètres carrés en rez-de-chaussée à Paris. Alors, qui m'allait très bien à l'époque où j'étais jamais chez moi. Mais quand tu es... Ouais, c'est clair. Quand tu es pendant le Covid, voilà, et que tu bosses de chez toi tous les jours, tu vois plus la lumière du jour, vu que je ne voyais pas la lumière, je ne voyais pas le ciel, enfin bref. Donc en fait, plein de déclics, où je suis partie bosser aussi télétravail depuis le Var, donc le sud de la France, où le midi, même sur la pause déj, j'allais me faire une petite baignade. Le soir, j'avais le soleil, j'avais des bonnes vibes, j'avais du soleil, la mer, et voilà. Et je me suis dit en rentrant, déclic, c'est... en fait, je suis rentrée en pleurant à ce moment-là dans le train. C'était donc l'été 2021, en me disant je peux plus rentrer à Paris. Ça m'angoissait de rentrer à Paris. Et je me suis dit ok, je vais soit faire ma vie dans le sud, soit tout quitter, mais je peux plus vivre à Paris. Alors que moi, il y a 3 ans, je jurais que par Paris, comme je te disais. Et là, j'ai dit non, mais en fait, moi, ce qui me fait vivre et ce qui me rend heureuse, et j'ai vu l'impact sur ma santé aussi, en fait, au dehors de l'alimentation que j'avais, en me disant waouh, c'est ouf, mes symptômes digestifs et tous les symptômes, je les ai beaucoup moins quand je suis dans le sud, que je suis en paix avec moi-même, que je suis heureuse, zen, calme, enfin voilà. Ouais. Et j'ai dit en fait, il faut que je quitte tout ça pour me soigner en fait, pour être heureuse tout simplement, parce que finalement, je me rendais compte que j'étais plus heureuse totalement à Paris. J'avais tout à Paris, j'ai mes amis, j'ai ma famille, mais j'étais plus épanouie, je me sentais plus heureuse quoi. C'est marrant parce que en fait, on attend vraiment que le corps parle. Oui. Pour agir. Dans beaucoup de cas comme ça, moi aussi ça a été mon cas.
Aussi, pareil, problème digestif. Alors moi, j'ai jamais poussé pour savoir ce que c'était exactement. Ouais. Mais à partir du moment où j'ai changé de vie, les symptômes sont plus là, quoi. Tu vois, Mais c'est fou, ça hein. va. Le pouvoir du corps Ouais. humain et de l'environnement. Hein. Et tu vois, l'année dernière, j'ai repris, j'ai repris un petit un job parce que j'avais une opportunité de travailler à Paris et j'avais négocié pour être quand même à Toulouse en parallèle. Ouais. Et en fait, je devais faire ce job 1 an et en fait, j'ai arrêté au bout de 8 mois parce que j'avais de nouveau le corps qui parlait, mais vraiment. En fait, ça impacte sur tout. Ça m'a fait une bonne piqûre de rappel des problèmes physiques, digestifs ou d'autres trucs, fatigue constante, et en Ouais. plus, comme tu disais, sur le moral, et moi ça a affecté mes relations personnelles, parce que vu que t'es pas bien dans ta vie, en fait du coup tu rejettes de la négativité aux autres, donc ça impacte aussi tes relations, moi c'était avec mon copain, ça impacte avec tes potes, du coup Ah mais je comprends C'est totalement. horrible. Ce que tu dis là, c'est exactement ce que je suis en train de vivre actuellement. Ah. Parce que ça fait 3 mois que je suis rentrée en France, de tour du monde. Et en fait, mon tour du monde m'a vraiment aussi épuisée mentalement. Mais en fait, je pense que ce tour du monde, au-delà de l'alimentation que j'avais changée, m'a soignée, clairement. Ouais. J'en suis revenue en mode, en tout cas, ma candidose était partie. Bon, j'ai eu des problèmes de santé sur la fin de mon tour du monde. J'ai eu la dengue, la salmonelle en Amérique latine. Enfin, je suis revenue complètement épuisée de tour du monde. Ouais, j'ai eu un super combo, voilà. Donc, j'ai mis du temps à m'en remettre. Aussi émotionnellement, du retour en France, tout ça, dont on parlera plus tard d'ailleurs. Bien sûr. Mais, ça fait 3 mois que je suis revenue. Du coup, j'ai passé l'été avec mes amis, la famille, tout ça. À manger du fromage, de la charcuterie, boire un petit peu d'alcool. Maintenant, voilà, tu vois, tu fais des petits apéros tout en étant raisonnable. Et là, ma candidose officiellement est revenue il y a 2 semaines. Je le sais parce que j'ai différents signes qui me l'ont montré. Et en voyage, t'avais rien eu? Ça allait quasiment. Surtout qu'en plus, j'ai commencé mon voyage par une cure ayurvédique en Inde, qui est un truc, je pense, qui a aussi bien aidé à me prendre du recul sur plein de choses. Enfin, et c'est fou parce que là, je me suis dit, ça tombe bien. Heureusement que je repars du coup. On en parlera peut-être après, mais dans 2 semaines, je repars à Bali. Spoiler. Voilà. Mais heureusement, parce que là, je me vois plus rester. En tout cas, pas à Paris, peut-être dans d'autres coins de France plus calme ou quoi. Mais que ce soit, finalement, même en France, tu as un mode de vie globalement on est très des personnes qui mangent du fromage, boivent beaucoup d'alcool. Un mode de vie pas très sain globalement. Dès que tu sors, t'es en mode apéro et tout. Ouais, c'est ça. Et en fait, même rien que ça, là, moi je suis à Paris, donc du coup, t'as tous tes potes qui veulent se voir. Donc entre, il faut y aller au RER, me tarper le stress des transports. Enfin, je comprends. Et ça, je sens l'impact sur mon corre. Donc je suis contente de repartir parce que je pense que j'en ai besoin là. C'est ça. Mais c'est encore un truc d'alignement, tu vois, parce que je pense que tu peux très bien... si t'étais hyper content d'être rentrée, j'en sais rien, je suis pas médecin. Non, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Je pense que le corps parle, et quand le corps parle, faut l'écouter. Oui. Ok, donc ce tour du monde, donc tu t'es dit, ok, je peux pas, je quitte. Alors, déclenché quand même parce que t'as voulu partir, je crois, dans le sud et qu'on t'a refusé aussi. Exactement. En fait, en gros, je m'étais dit, tiens, pour fuir le stress parisien, moi, il y a un endroit en France que j'adore, c'est la Côte d'Azur. Donc, moi, je vibre beaucoup. Enfin, on parle d'énergie, de trucs comme ça. Des choses qui me rendent heureuse, c'est vraiment le soleil et la mer et en fait, vraiment de la chaleur aussi. Il faut savoir que je n'aime pas le froid. C'était là où je remarquais bien que mes symptômes partaient, que je me sentais bien et je me disais vas-y, je vais aller vivre ma meilleure vie dans le sud de la France. Et finalement j'ai demandé à mon employeur si c'était possible de faire mon travail à distance, sachant que j'avais un poste en fait de manager et à l'époque c'était le retour fallait retourner au bureau et même si ma boîte était devenue plus flexible sur ces types-là, on avait malheureusement toujours l'obligation de revenir 2 jours par semaine au bureau. Et moi, j'ai essayé de négocier pour venir minimum 1 fois tous les mois parce qu'en fait, dans l'idée, c'était Nice, la région de Nice que j'avais élue. Et vu que je suis très éco-responsable, j'essaie comme je peux, l'avion Paris-Nice, c'était pas une option pour moi, surtout tous les mois. Donc, en train, c'est quand même plus de 6-7 heures de voyage. Donc, en fait, revenir toutes les 2 semaines, pour moi, ils m'ont dit non, en fait, faudra revenir toutes les 2 semaines minimum pour voir ton équipe, pour gérer toutes les choses, etc. Et en fait, en termes de logistique, même, il aurait fallu que j'ai un pied-à-terre à Paris, les coûts, tout ça, pour moi, c'était plus rentable, c'était du stress, c'était plein de choses. Donc, j'ai dit, non, en fait. Donc, du coup, non pour une vie dans le sud. J'ai dit, du coup, j'ai tenté une rupture co. Ils m'ont dit, non, n'en fais pas pour les personnes de moins de 5 ans d'ancienneté, sachant que ça faisait que 2 ans que j'étais là. J'avais fait d'autres boîtes avant.
J'ai dit bon bah de toute façon voilà si je dois le faire je dois poser madame. Donc en fait le soir où ils m'ont dit tu pourras pas faire de rupture co, j'ai dit bon bah ça part sur une dème. De toute façon je m'y préparais mentalement depuis un mois que j'attendais la réponse de l'RH. Et donc du coup bah le soir je rentre sur mon petit vélo, je me souviens, et j'étais en mode ok bon bah je vais faire une lettre de démission en rentrant et oh mon Dieu, et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'étais en panique, j'ai limite fait une crise de panique sur mon vélo, en mode, ok, bon, bah ça y est, va falloir prendre un choix. C'est le moment, quoi. C'est le champ des possibles, en fait, qui En fait, c'est ça. Là, je me suis dit, ok, bah je vais tout quitter. C'est là, je suis confrontée au fait qu'il faut que je quitte tout. De toute façon, je voulais quitter Paris pour le boulot, que ça. Donc, en fait, vu que j'avais mon appartement, enfin bref, plein de choses ont fait que je me suis dit, bon, c'est le moment, faut que je revende mon appart, je me lance dans un nouveau projet, je pars voyager. Je sais pas pour combien de temps. Et voilà. Et en fait, du coup, en 3 mois, j'ai tout bouclé parce que le lendemain matin, je partais, j'avais ma lettre de démission. Et je me suis dit, oh, j'ai pas envie d'attendre. Enfin bref, la météo faisait que je voulais faire une cure ayurvédique en Inde. La meilleure météo, c'était le plus facilement possible. Enfin, je voulais pas reposer. Et 3 mois après, en fait, j'ai pris mon billet d'avion pour un tour du monde. J'ai eu 3 mois pour préparer mon tour du monde. Enfin, préparer, à la base, c'était pas un tour du monde, c'était un voyage. J'avais le rêve de l'Australie, comme je disais. J'avais le rêve de prendre soin de moi, donc de commencer par ces fameuses cures ayurvédiques en Inde. À la base, que je connaissais pas du tout. Je partais sur un truc de yoga, bien-être, bref. Et finalement, bah voilà, j'ai tout bâclé, la prépa en 3 mois, quoi. Et c'est possible, du coup. Et c'est possible Avec une bonne organisation. Avec une bonne organisation. Alors, c'est très stressant, je ne le cache pas. Parce que tu te dis, wow, en fait, on se rend pas compte de tout ce qu'il faut faire pour tout quitter. Après, il y a des gens qui, par exemple, sous-louent leur appart, des choses comme ça. Mais moi, là, vraiment, j'avais en plus géré la vente de mon appart. Ah oui, tu voulais vendre. Là, je vendais. Oui. Du coup, j'ai mis les annonces. C'était à Noël 2021, du coup. Enfin bref, j'ai mis les annonces pour revendre mon appart, gérer tout ça. Plus après me dire qu'est-ce que je vais faire de mes meubles, et puis gérer tous les contrats, la résiliation de tous les contrats. Enfin, j'en parle d'ailleurs sur mon blog. J'ai toute une rubrique pour aider les gens à partir en tour du monde aussi, toutes les choses à penser, les checklists, les bidules, voilà. Et tu voulais pas le louer? Non, parce qu'en fait mon appart c'est un petit rez-de-chaussée et en fait il commençait à être humide. Et je me suis dit, si je le loue, mon appart commençait à se dégrader un peu. C'était pas le bon moment pour louer. Et puis aussi, il y a des problématiques que les gens ne savent pas. Peut-être, mais c'est quand si je revendais mon appart en rentrant, j'étais imposée à 30% sur la plus-value de mon appart. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient ta résidence secondaire dans ce cas-là. Et oui, c'est des choses à savoir. Donc, j'ai rarement des gens qui ont acheté, donc c'est intéressant. Donc voilà, moi, si vous voulez des questions immobilières, je suis calée. D'ailleurs, j'ai des projets pour Bali, donc je vous en raconterai peut-être. Voilà. Mais donc en fait, voilà, si tu es propriétaire et qu'en fait tu loues ton appart, en fait, à partir du moment où ça devient donc ta résidence secondaire, si tu veux le revendre, bah moi, sachant que j'avais fait une plus-value, parce que ça fait 6 ans que j'avais mon appart, que j'avais 6 mois à le retaper quand je l'ai fait avec ma famille, tout ça. Donc là, j'avais potentiellement une bonne plus-value, j'avais fait venir des experts immobiliers. Okay. Bah en fait, merci, mais en fait, 30% de mon bien, la plus-value que j'avais fait, ça équivaut à 20 000 €. Donc j'ai pas envie de donner 20 000 €. C'est le coût de mon tour du monde, en fait. Oui, c'est ça. Que j'aurais donné à l'État. Donc no way. Ça, c'est fou quand même. Donc voilà, j'ai revendu mon appart et j'en suis très contente parce que au pire, en plus, pendant mon tour du monde, donc je partais avec mes économies que j'avais fait. Quand même, faut pas se dire que je suis partie parce que j'ai gagné au loto, que ce soit. Non, c'est avec les économies que j'ai fait via mon travail. Les économies, je suis pas une grande dépensière de base. Enfin bref. Voilà, donc je suis partie avec mes économies et je me disais s'il y a vraiment une merde, un truc, bah, j'ai l'argent aussi de la vente de mon appart. Et en plus avec le marché immobilier actuel, Paris est en train de diminuer. Là, c'était le bon moment. Je sentais déjà que le marché devenait catastrophique à l'époque. Faut savoir que mon appart, avant, c'était un petit appart. Il partait en une demi-journée. J'ai quand même mis 2 semaines à le vendre. Ouais. Sachant qu'il était refait à neuf, magnifique. Sachant qu'aujourd'hui, je pense que... Et sachant qu'aujourd'hui, je pense qu'il mettrait 3 mois à se revendre. C'est l'inverse. Bah, tout le monde... Je sentais bien la vibe. Moi, à l'époque, post-Covid, tous mes potes parisiens veulent quitter Paris. Donc, en fait, c'est la province qui gagne et en valeur. Et Paris, bah non, à part les vrais investisseurs. Ok. Voilà. Donc, 3 mois pour tout organiser, partir. Tu disais, ça partait sur un voyage, donc Inde et Australie. Ouais. Mais t'avais organisé la suite ou t'es partie En fait, je suis partie en me disant bon bah je vais réaliser mes rêves. Du coup, l'Australie, ce sera plusieurs mois, je le sais. L'Inde, et puis en fait, je me suis dit bah en fait, de toute façon, j'ai les économies. Je pars à l'autre bout du monde. Tant qu'à faire rentabiliser le voyage. De quoi j'ai envie là maintenant? Je sais pas. Même pour te dire, du coup, j'ai fait un pot de départ avec mes amis en partant. J'aurais dit franchement, j'ai pas. En fait, je suis partie avec un billet aller,
en me disant je me laisse porter et on verra où ça me mène. Je savais même pas si j'allais tenir plus de 3 mois. J'ai dit à mes potes, Oui. ça se trouve on se revoit d'ici 3 mois, ça se trouve je reviens juste pour Noël. Je partais en mars, donc j'ai dit si je tenais Noël, ça faisait déjà 9 mois. Ça se trouve, moi je pèterais un câble au bout de 2 mois toute seule, je tiendrais pas. En fait. Tout ça, au final, en fait, j'ai commencé à planifier. C'était le Covid en plus à ce moment-là. L'Asie réouvrait à peine. Donc j'avais plein de rêves en Asie, plein de pays que je voulais visiter, dont l'Indonésie. Donc au final, j'ai fait un d'Indonésie, Philippines, parce que c'était des pays qui réouvraient à l'époque. Il y a plein d'autres pays comme le Laos qui me tentaient, mais que j'ai pas pu faire parce que ils étaient fermés. Donc en fait, j'ai aussi un peu fait, tu te laisses porter selon ce qui est ouvert, quoi. Et donc du coup, je voulais me faire un voyage vraiment tourné vers moi et la rencontre des locaux, profiter du temps sur place, etc. Et donc au final, j'ai fait aux opportunités. Je prenais mes billets d'avion 2-3 semaines avant. Et en plus, je profitais en fonction des gens, en me disant vraiment ce qui me donnait envie. Et puis les gens, ils me disaient, là, c'est magnifique, je vais y aller. Et puis voilà, quoi. Ouais. Et finalement, en fait, ça a duré 15 mois. Ça, c'est fou quand même. Tu passes de, on verra si je tiens 3 mois, 15 mois. Et la question financière, mais ça, j'imagine qu'en fait, on l'a abordé plein de fois. Tu avais des économies, etc. Ouais. On va pas rentrer en détail dans le tour du monde, même si c'est un sujet hyper intéressant. Parce que j'ai vraiment envie qu'on parle du côté retour. Du retour, ouais. Tu es rentrée au bout de 15 mois. Tu étais partie, donc tu étais en Amérique du Sud. Ouais, à ce moment-là, j'étais en Amérique du Sud. Faut savoir, en fait, déjà, pour te dire que j'ai fait une sorte de pause dans mon tour du monde pour Noël. En fait, en gros, je suis partie en Asie. Après, j'ai fait l'Océanie, donc j'ai fait l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et en fait, donc là, c'était Noël à ce moment-là. Donc, j'avais déjà fait toute la partie, on va dire, est du monde par rapport à la France. Et c'était Noël. Et dans ma tête, je me suis dit, en fait, j'ai vécu quand même des choses pas hyper faciles parfois pendant mon tour du monde. Voyager simple, c'est pas simple tous les jours. On s'avance du rêve, on fait des choses très ouf. Mais c'est très intense émotionnellement. Voilà, j'ai des belles photos. Mais moi, justement, sur mon Instagram, je partage aussi l'envers du décor et montre que c'est pas simple tous les jours. C'est bien beau de faire des beaux clichés aux Philippines, des trucs paradisiaques. Mais derrière, en fait, à côté, j'avais perdu 2 téléphones. Je suis arrivée en Indonésie, perdu de bagages. Enfin, après, en Australie, j'ai eu des grosses migraines. J'ai dû voir des trucs pour mes cervicales. Enfin, tu vois, en fait, aussi le confort en voyage, c'est très épuisant. Ouais. Moi, j'avais jamais fait d'auberge de jeunesse de ma vie. J'ai été à l'opposé de mon confort parisien. Donc, enfin bref, je suis rentrée en France juste pour Noël, pour profiter de ma famille. Et en plus, mon anniversaire, c'est le 4 janvier, donc ça enchaîne avec Noël. Donc, je me dis, voilà, je fais tout d'un coup, je rentre, etc. Mais en fait, je suis rentrée en me disant... Je sais que moi, du coup, j'aime pas l'hiver en France, c'est déprimant, impossible pour moi de rentrer en hiver. Donc en fait, je suis rentrée en me disant, ok, je repars, je reste juste 2-3 semaines et je repars. J'étais en mode, où je vais, je vais, c'est une pause, mais je repars et puis je rentrerai quand il faudra, sachant qu'en fait, j'avais une deadline. Et en fait, je suis rentrée par rapport à cette deadline, c'est-à-dire que ma sœur s'est mariée cet été. Donc ma petite sœur, en fait, j'ai qu'une seule sœur et c'est vraiment impossible pour moi de louper le mariage de ma sœur dont j'étais au courant. Donc j'avais une deadline, donc juillet 2023, il fallait absolument que je rentre. Donc voilà, donc je suis partie en mode, donc j'ai fait l'île de la Réunion en janvier, donc après Noël. C'était pas du tout prévu, c'est parce que voilà, c'est les rencontres en fait en voyage qui font le truc. En Inde, j'ai rencontré un mec de l'île de la Réunion, qui m'a dit passe à la maison si tu veux à un moment donné. Trop bien. Et en fait, moi, en fait, moi, j'avais juste prévu d'aller au soleil. Je me suis dit, en janvier, je veux pas aller, je vais aller au soleil, j'ai besoin de soleil. Contexte fait que, vas-y, j'ai dit, vas-y, l'île de la Réunion, j'en rêvais, mais c'était dans mes to-do, dans mes top destinations. J'ai dit, c'est une destination de ouf. Moi, pas grand budget. En plus, il m'invitait chez lui. Je dis, voilà, c'est l'occasion. Vas-y, j'y vais. Ça a été incroyable. J'ai fait quasiment 1 mois à l'île de la Réunion. Et puis après, en fait, truc de fou, je suis partie donc pour l'Amérique du Sud pour le carnaval de Rio. Ah, génial. Et en fait, ça m'est pareil, c'est encore tombé de nulle part. C'était au mois de octobre-novembre. J'ai une de mes abonnées avec qui je discutais beaucoup, qui me dit, vas-y, fallait qu'on se croise à un moment donné. On se suivait en plus en Asie. Elle me dit, je me chauffe pour le carnaval de Rio au février. Viens, ça te chauffe. Je dis, mais grave, ce serait un truc de ouf. Moi, je jamais toute seule le ferais, mais vas-y. Donc finalement, c'est là où je me suis mis en Amérique du Sud, alors que moi, j'étais flippée de l'Amérique du Sud. Voyageuse solo, j'avais beaucoup d'a priori. Je me suis dit, vas-y, au moins je serais rassurée. Enfin voilà. Finalement, direction Amérique du Sud en février. Et puis du coup, j'ai fait un petit parcours Brésil, Argentine, un petit passage au Chili, Pérou, Bolivie. Enfin, j'ai fini par le Pérou. Et en fait, au fond de moi, j'avais pas envie que ce voyage s'arrête. Mais en fait, justement, tu vois, je te disais tout à l'heure, j'ai eu des problèmes de santé, tout ça. Plus, en fait, de toute façon, j'avais le mariage de ma sœur. Donc, j'étais en quelque sorte obligée de rentrer. Juste, je me disais, est-ce que je repars après être rentrée là ?
Oui, c'est ça, ça aurait pu être une pause en fait. Ça aurait pu comme être t'as une fait à pause. Noël. Et en fait, finalement, j'étais tellement épuisée, mentalement, physiquement. Finalement, 15 mois de voyage. Ouais. Enfin, j'ai eu un petit court break de 2-3 semaines, mais où tu organises la suite, tu profites de tes proches, c'était pas vraiment reposant, on va dire. Plus le fait que moi, en voyager toute seule, tu dois tout organiser toute seule. Plus j'ai mon petit côté blog, Instagram à côté qui prend beaucoup de temps par jour. Les gens pensent que les réels et les posts et les stories se font tout seuls, mais non, j'y passais plusieurs heures par jour. Plus répondre à tout plein de gens. Moi, j'adore répondre à ma communauté de ça, donc ça prenait plusieurs heures. Et en fait, tout ça, finalement, c'est fatigant. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, ok, Pause. pause. Déjà, je prends soin de moi. Là, je vois que ma santé, ça va plus. Il faut que je me repose. Donc voilà, j'ai profité du mariage de ma sœur. J'ai profité plein de proches cet été. Et voilà, donc le retour n'a pas été hyper simple, mais je suis rentrée, je me suis dit, non mais en fait, pour mes projets, ma santé mentale, physique, tout ça, là l'hiver arrive, je peux pas rester en hiver en France, et donc je repars. Mais je repars pour bosser et pas pour voyager. Ça, mais on va revenir là-dessus. Mais du coup, effectivement, c'est intéressant parce que ton retour... Alors, tu avais cette deadline du mariage de ta sœur, mais c'était quand même un choix, en fait. Et est-ce que tu as eu la sensation d'avoir un peu fait le tour? Alors, en fait... Pas des pays, mais genre oui, tu vois. Oui, mais je vois très bien. En vrai, je pense que du coup, c'est pour ça aussi que je repars, que j'ai ce besoin de finir un procédé intérieur, on va dire. Mais je pense que je l'ai déjà fait énormément. En fait, j'avais plein de choses on va dire, de santé, mais à prendre du temps pour moi, à encaisser plein de choses. Enfin, on a tous un peu un voyage spirituel, on va dire, dans des choses comme ça, du passé, etc. Qui prend des années. Mais ça prend des années. C'est pas, franchement, c'est pas en un an qu'on va résoudre toutes les choses. Moi, du coup, j'ai 32 ans là maintenant. C'est pas des choses que tu as pu subir quand t'avais 15 ans, des trucs comme ça. C'est pas en un an que ça va partir. Les gens qui font des séances de psy, par exemple, ils vont pas dire c'est en 2 séances que ça va partir tous les traumatismes du passé ou les trucs comme ça, quoi. J'ai pas vécu des choses horribles, mais tu vois, c'est des petites choses qui s'entassent, voilà. Ouais. Et donc non, je suis rentrée et je me suis dit voilà, il faut que je rentre, prendre de temps, voilà. Je me voyais pas rentrer. Être en France, donc quand t'habites en France, c'est aussi être tranquille d'esprit parce qu'en fait tu connais, t'as moins aussi quand t'es en voyage, parfois il y a cette fatigue de toujours tout est nouveau, donc ça dépend combien de temps tu restes dans les pays, mais tu dois t'adapter aussi à ton environnement, alors que là, tu sais, un truc tout bête, tu sais comment... Enfin, tu sais lire le français, tu sais... t'as pas à galérer, oui, t'as pas à galérer de te dire quel bus je vais prendre demain. Moi, je connais bien quand je suis dans certains lieux, à part pas cet été où j'ai baroudé un peu dans le sud de la France, enfin, région Toulouse, ça, je connaissais moins, donc j'étais en mode quel bus je vais prendre, quel truc. Donc là, j'étais justement un petit peu à l'aventure, et c'est fou, ce que je vais te dire, mais j'étais fatiguée d'organiser. Et en fait, je suis rentrée et en fait, j'étais très contente de partir dans le sud, mais à un moment donné, j'ai dit, il faut que j'arrête de bouger parce que ça me fatigue de me dire, oh merde, quel truc je vais devoir prendre, comment j'y vais. En fait, j'avais l'impression d'être en tour du monde, mine de rien, parce que je voyageais vers l'inconnu. Et ça fatigue aussi, tu vois. J'avais envie juste de me dire, ok, je me pose et j'ai pas besoin de me dire où est-ce que je vais demain, comment j'y vais. Il y a ça, et il y a aussi, tu connais les fonctionnements, enfin, comment dire, tu as été éduqué, par exemple, les bus. Tu sais que si c'est écrit 15h06, ça dépend des villes, mais ils passent entre 15h03 et 15h15. Ouais. À peu près. Par exemple, je pense qu'en Allemagne, quoique en Allemagne, apparemment, c'est pas comme ça, mais dans certains pays, au Japon, ça doit être, c'est 15h06, c'est 15h06. Mais dans certains pays, en Amérique du Sud, c'est pas passer. En Asie, moi, ça m'arrive justement en Inde. Tu sais pas, il y a pas d'heure. En Inde, je sortais de ma cure ayurvédique, il y avait, j'ai trouvé un bus, j'attendais, les gens, tu demandes aux locaux, j'ai attendu 3 heures le bus, en fait, il est jamais arrivé, du coup, au lieu de prendre un bus, j'en ai pris 3 au final pour aller à ma destination, j'ai dû apprendre. Enfin voilà, c'était jamais, tu savais ce qui t'attendait. En France, tu sais, t'es dans un confort de vie quand même. Voilà. Ou en Europe, globalement. Voilà, en Europe, c'est vrai que t'as quand même certaines habitudes qui sont en fait des essentiels pour toi, mais qui ne sont pas forcément ailleurs et que tu dois redécouvrir en fait quand tu voyages. Non, c'est ça. Et du coup, tu vois, tu me demandais si j'avais fait le tour. Pour moi, alors, jamais t'as fait le tour du monde. Moi, je pense que j'ai fait le tour finalement de mon expérience un peu que je voulais vivre. C'était me retrouver, me rendre compte de ce qui comptait pour moi. Le but de ce voyage, c'était me dire qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui compte pas, ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire, le type de mode de vie auquel je voudrais aspirer en fait. Et j'ai quand même eu des réponses. Après, je suis revenue, tu vois, on va parler du retour de voyage. Je suis revenue avec limite, je pense, encore plus de questions de quand je suis partie. Mais ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est tellement toujours le cas. On part en général à la recherche de réponses et puis on vient avec plus de questions. Non, mais je comprends pas. Mon père, justement, je suis arrivée et il m'a dit mais justement, t'as eu 15 mois pour réfléchir à tout ça. T'as pas ta réponse? J'étais là, non. Donc, tu es revenue en France et
à ton retour, tu t'es rendu compte que tu étais victime du syndrome du retour de voyage. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et comment ça t'a affecté toi personnellement? J'ai regardé un peu des articles sur Internet sur le malaise, la déprime du retour, etc. Et en fait, c'est un nom, ça s'appelle le syndrome du retour de voyage. Donc d'ailleurs, j'en ai posté un petit réel et j'en ai fait un article sur mon blog parce qu'en fait, ça parlait à beaucoup de voyageurs. En fait, on est rentré et quand je suis rentrée, j'ai revu des familles que j'avais rencontrées autour du monde ou des personnes. Et en fait, on se regardait tous en disant « Mais toi aussi, ça te fait bizarre de rentrer. Tu te sens... » En fait, t'as plein de symptômes différents selon les types de cas. T'as des gens juste qui vont être déprimés de te dire je suis rentrée, j'ai eu cette expérience de fou, je comprends pas ce qui s'est... En fait, t'as l'impression que c'est un monde parallèle et tu retombes dans un quotidien où parfois tu reviens et t'as une sorte de choc du retour de dire est-ce que j'ai vécu, c'était réel ? Et puis tu vois les gens, en fait, tu revois les gens, t'as l'impression que leur vie, ils ont pas bougé alors que toi t'es parti 1 an ou plus ou moins, mais t'as l'impression que les choses ont pas bougé alors que toi t'as changé. Et en fait, où il y a des gens peut-être qui changent pas selon ce qu'ils ont vécu, mais en tout cas, je pense que la majorité, en fait, ça te fait prendre conscience de plein de choses. Ouais. Tu prends du temps pour toi, tu prends du recul sur plein de situations. En fait, le fait de découvrir plein d'autres cultures, ce genre de choses. En fait, moi, je trouve que, au-delà de moi, où c'était un voyage un peu spirituel ou autre, j'ai appris tellement de choses sur la vie, même. Ça m'a fait prendre du recul sur le confort français qu'on avait, nos points de vue, la négativité des Français. Quand tu revends, j'ai envie d'en parler. Non, mais en fait, en vrai, on revient et on s'en parle tous entre voyageurs. On revient, on fait qu'est-ce que les Français sont négatifs, ils se plaignent tout le temps, etc. Et en fait, ce syndrome, c'est un mix de plein de choses. C'est un mix de te dire qu'est-ce que j'ai vécu de ouf, c'est dingue. Comment je vais revenir à une vie normale ? Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Oui, c'est ça. Toutes les questions de. En fait. Et maintenant quoi ? Et maintenant, ok, c'est fait. Qu'est-ce que je fais ? Alors, il y a des gens, en fait, qui vont rentrer et qui vont reprendre leur vie comme avant parce qu'ils aimaient beaucoup leur boulot, donc ils sont contents, ils reprennent leur boulot, etc. Mais ce genre de personnes, très souvent, ils ont un contre-coup de dire « Ouais, j'ai repris mon boulot, mais en fait, j'ai hâte de programmer mon prochain voyage ou autre » parce que, en fait, ils se sentent vides. En fait, il faut savoir qu'en tour du monde, du coup, c'est en faisant mon article de blog où j'ai un peu compris le pourquoi on subissait plein de choses. Tu peux subir une sorte de déprime, mais en même temps un décalage avec les autres en disant waouh, en fait j'ai vécu des choses de ouf, toi tu vas rentrer, tes potes tu vas me dire c'était bien, c'est quoi ton la plus grande question c'est quel est ton pays préféré. Ça j'en peux plus. Voilà, c'est quoi ton pays préféré et puis voilà, et puis en fait les questions ça s'arrête là. Oui. Alors toi en fait t'as tellement de choses à raconter et en fait du coup ce qui m'a fait du bien c'est d'en reparler avec d'autres voyageurs, de les revoir cet été. Mais je pense que si j'avais pas eu ça, en fait, même ma famille, qui sont mes proches, tout ça, ils comprennent pas ce que t'as vécu. C'est ça, en fait. Tu peux pas non plus leur en vouloir. Enfin, moi, je sais que j'avais... On peut pas leur en vouloir, bien sûr, mais ils comprennent pas, c'est tout. Parce qu'en fait, c'est juste qu'ils ont pas vécu la même chose. Et en fait, surtout, tu peux pas raconter 15 mois de voyage en une conversation. Et puis c'est des trucs qui se racontent pas, quoi. C'est pas... Ça se vit, ouais. C'est pas, j'ai vu... Enfin, tu peux dire, j'ai visité tel pays, j'ai vu telle chose, mais c'est pas ça... C'est pas ça qu'on va chercher quand on voyage. Mais c'est ça. En fait, par exemple, ils disent c'est quoi le plus beau pays que t'as fait ? J'étais là, pour moi, c'est pas le plus beau. C'est là où j'ai vécu des expériences de ouf qui me font le pays. Il y en a, j'ai eu une mauvaise expérience, alors que ça veut pas dire le pays. Mais voilà, c'est des expériences qui font le truc et je sais pas comment retranscrire les émotions que j'ai eues. Tu vois, c'est con, mais juste des levées de soleil. Parfois, tu fais une rando de 3 heures pour aller à un lever de soleil, c'était incroyable. Et ça te fait sentir juste des émotions que tu peux pas retranscrire. Puis tu peux dire, j'ai vu un super lever de soleil, mais... Comment l'expliquer que, en fait, à l'intérieur de toi, ça a changé plein de trucs. Ça a changé, voilà, tu peux pas. Et en fait, du coup, c'est un décalage avec des gens, avec les proches, ou même moi, je me dis, mais je peux plus. De toute façon, j'avais déjà eu le déclic avant de me dire, je peux plus vivre ma vie d'avant, revivre cette vie. Mais il y a plein de petites choses qui trottent dans ta tête. Tu dis, comment tu vois maintenant je peux vivre de manière plus éthique, parce que moi j'avais aussi ce mode de vie avant où ça fait quelques années j'étais en mode plus éco-responsable, acheter éthique, ne plus acheter d'ailleurs globalement de choses, vivre minimaliste. Mais pour beaucoup, c'est un nouveau mode de vie. Ils se disent comment je vais maintenant m'adapter à tout ça dans ma vie du quotidien. Où est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Tu vois, moi c'est des problématiques que je me posais déjà avant de partir finalement. Mais je trouve ça intéressant. T'as dit où est-ce que j'ai envie de vivre ? Ouais. Je trouve que ça,
quand tu voyages, c'est horrible parce que tu vois qu'il y a tellement d'options. Tu dis, mais ce pays-là, j'adore, ça serait trop bien aussi. Et en fait, tu as envie de tout tester, quoi. Tu dis, je pourrais vivre là. Ah, mais je pourrais vivre là aussi. Non, mais c'est ça. Et en fait, moi, le problème, tu vois, on parle du syndrome de retour de voyage, mais en fait, finalement, le retour n'a pas été trop hard parce qu'en fait, tu as différentes phases. Et en fait, t'as la phase où tu rentres, t'es excité comme une puce, t'es là. En plus, moi, j'ai fait des petites surprises. La majorité de gens font des surprises. Enfin, voilà. Moi, ils savaient que je rentrais pour le mariage de ma sœur, mais j'avais pas dit à quelle date exactement. J'avais dit que je rentrais fin juin. Je suis rentrée mi-juin. Enfin, bref. Donc, j'ai débarqué, par exemple, au bureau de ma sœur, genre en mode surprise. Elle me fait, mais qu'est-ce que tu fous là? T'as filmé, évidemment. Oui, j'ai filmé. J'en ai fait un petit réel sur Instagram. Voilà. Les gens, ils adoraient. Alors, les réels de retour de tour du monde, les gens adorent. Même moi, comme je le revois, en fait, c'est des souvenirs où j'ai envie de pleurer rien que de revoir mes retrouvailles avec mes proches, les gens qui s'y attendaient pas. Ouais. J'avais la baby shower d'une copine, elle pensait que j'allais pas pouvoir venir. Enfin bref. Ah oui, c'est génial. Tu vois, c'est des petits moments comme ça. Donc t'es dans l'excitation. J'étais explosée. J'ai posé le pied à Paris-Charles de Gaulle. 3 heures après, j'étais au bureau de ma sœur. Ah oui. Non, mais moi, je suis une folle. Avec ton gros sac à dos? Non, j'ai posé le sac à dos chez mes parents et puis je suis repartie direct, en fait. J'ai eu à peine le temps de rentrer, je suis repartie direct. Puis j'ai enchaîné les surprises dans les prochains jours. Donc t'as la phase d'excitation qui est l'adrénaline. Et puis au bout de quelques semaines, en fait, tu as l'adrénaline qui repart. Et puis t'as surtout tu es reconfronté à la réalité directe. Parce que moi, mes parents sont revenus, voilà. Et puis par exemple, moi, mon père qui revient, il fait bon. Le premier soir, un cash. Bon, Aurélie, donc du coup, t'es revenue, c'est bien, t'as tes vacances de 15 mois. Bon, papa, c'était pas vraiment des vacances. Mais oui, c'était. Voilà. Et puis, c'était bien tes vacances. Bon, maintenant, tu vas vivre où et tu vas faire quoi? Alors laisse-moi déjà le temps de rentrer, de comprendre ce qui se passe, et puis de me remettre de mes émotions. Et il me dit, mais t'as eu 15 mois pour réfléchir à tout ça? Alors, oui, mais du coup, j'ai vu tellement de choses que je sais plus trop où je veux vivre. Ça va dépendre de ce que je veux faire. Et vu que je suis encore un peu perdue sur ce que je veux faire, voilà. Puis là, t'as le gap générationnel de, oh là là, vous les jeunes. Mais c'est ça, l'ancienne génération. C'est ça. Vous avez trop de choix. Et oui. Et en fait, du coup, par exemple, on a beaucoup cette question. Alors, pour les personnes plutôt de la trentaine, vingtaine, trentaine, qui reviennent de tour du monde et tes parents qui te comprennent pas. Oui. Moi, du coup, j'ai ce blog, tout ça. Et en fait, même moi, je pensais pas que je peux en faire un métier, tout ça. J'ai le syndrome de dire, non, mais à quel moment je pourrais vivre de ma passion? C'est pas possible. Et tes parents te regardent, non, mais tu veux faire quel vrai métier? Oui, c'est ça. Et ils m'ont dit, quel métier va te faire gagner du boulot? Et puis ils te disent, non, mais il faut que tu choisisses vraiment où tu veux vivre. Et moi, j'étais en mode, ouais, mais je vais peut-être partir du coup 6 mois à La Réunion ou peut-être, finalement Bali, ça peut être une bonne option. Et là, ils sont là. Mais il faut que tu choisisses. Repars. Et, il n'y a pas ce truc de, mais tu vas repartir. Eh ben, si, je pense qu'ils s'y attendaient, je pense, de toute façon. Moi, ils m'ont dit, il faut te poser en France, il faut savoir ce que tu veux. Et moi, j'étais là, non, mais en fait, je suis pas prête à rester en France. Déjà, ça vaut cher de rester en France. Il faut avoir un mode de vie stable. Et moi, vu que je voulais lancer mon entreprise, je l'ai déjà, j'ai le statut d'entrepreneur pour être blogueuse, justement. Mais quand t'es comme ça et que t'as pas tes fiches de salaire et tout ça, et sachant que je gagne quasiment rien chaque mois, trouver un appart en France, les fiches de salaire qu'on te demande, c'est très compliqué. Les gens qui retournent de tour du monde savent très bien que c'est une galère. C'est ça. Il faut 3 mois d'ancienneté dans un boulot, tout ça. Quand tu reviens de tour du monde, les gens qui trouvent des apparts, c'est à la chance de trouver quelqu'un qui est OK pour te donner ta chance. Ou les faux dossiers. Ou les faux dossiers. Et moi, du coup, je suis rentrée et je vis chez les parents. Donc, en fait, vivre chez les parents à 32 ans, t'as un peu un souci. Mon père qui me dit, la Tanguy, là, je suis pas Tanguy. Et puis, en plus, t'as fait 15 mois où t'étais libre de faire ce que tu veux quand tu voulais. Et là, tu reviens dans un moule avec des règles, des horaires. Et je sais pas comment c'est chez tes parents. Oui, il faut manger à 19h05, pas plus, à 19h, midi et demi on mange. Et puis, si toi c'est plus 20h, tant pis quoi. Voilà, c'est ça. C'est le retour chez les parents. Mais après tu t'adaptes parce que t'as pas le choix. Mais du coup, je pense que c'est ça qui est dur, c'est cette perte de liberté en fait. Clairement, en fait, je suis plus libre de faire ce que je veux quand je veux quoi. Ouais, après heureusement, ils me laissent un peu de liberté. Chez ma mère, elle me laisse faire ma vie, tout ça, mais en fait, t'as un retour à la réalité où, en fait, l'ancienne génération, ça n'existe pas de dire, non, je vais pas rentrer, je vais pas reprendre un CDI, je vais truc. Tu vois, c'est pour ça, ça dépend vraiment du mode de vie. On a tous quelque chose de différent. Moi, c'est mon cas auquel je parle, mais tout le monde a des cas différents. En fait, certains vont se dire, je veux me reconvertir dans un autre métier. Des gens qui vous disent, je veux lancer une maison d'hôte, je vais lancer un autre projet.
Tu vois, en fait. C'est pour ça que j'en ai plein à ce micro. de reconversion après voyage. Ça, c'est vraiment... je pense que le voyage, c'est vraiment un déclic, quoi. T'as besoin de trouver un sens à ta vie, en fait. Moi, je trouve que j'avais besoin de trouver un sens à ma vie. Enfin, alors, de mettre tu vois, du sens, c'est ça. ouais, parce qu'en fait, moi, j'étais à Paris. Alors, les gens pourraient dire que j'avais la vie idéale. Hein. J'avais un boulot de manager dans une super boîte. J'avais un salaire qui me permettait de vivre très bien. Tout ça. J'avais mon appart, j'avais tout. Bon, à l'époque, j'avais un mec, j'en ai plus. Voilà. Bon. Tu vois, la vie idéale. Mais en fait, on idéalise. J'avais de quoi vivre, j'avais de quoi être heureuse, mais j'étais pas heureuse comme il fallait. Je sentais que j'avais une part de moi qui était pas heureuse. Et là, en fait, je suis revenue hyper heureuse. Bon, le contre-coup m'a remis un peu une claque dans la figure en se disant, ouais, bon, en fait, je suis heureuse maintenant, il faut que je comprenne ce que je veux faire de ma vie, parce qu'il faut gagner de l'argent pour vivre à un moment donné. Mais ouais, on veut donner un sens à sa vie. Et parfois, quand on veut donner un sens à sa vie, en fait, ça rémunère pas trop, hein, les trucs qui donnent du sens à sa vie. Ça dépend. Même comme faire des podcasts, ça dépend. Oui, c'est ça, faut parfois faire des choix. Mais c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, le voyage permet une forte introspection. Tout à fait. Et désolée pour ce nez enrhumé, mais je vais lire cette phrase avec ce nez enrhumé. T'inquiète, on est toutes les deux. Voilà, là on est pas mal. Tu dis, donc pendant notre voyage, nous avons rencontré des versions de nous-mêmes que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ces nouvelles facettes de notre personnalité peuvent entrer en collision avec notre ancienne vie, créant un sentiment de déséquilibre entre qui nous étions et qui nous sommes devenus. Ouais. Et ça, j'adore cette phrase, le côté des versions de nous-mêmes qu'on n'aurait pas pu imaginer et qu'en fait, on n'a pu rencontrer que avec ce voyage-là. Ouais, c'est vraiment puissant en fait le voyage. En fait, j'ai découvert qui j'étais. Ouais. C'est fou à dire, mais c'est-à-dire que depuis que je suis née, en fait, on m'a mis dans un moule. Tu sais, tes parents, ils te mettent dans le moule où faut faire ta carrière, faut avoir un bon métier. Moi, je viens d'une famille où ils sont tous quasiment ingénieurs, on a une bonne étude. Enfin voilà, déjà, j'ai fait une école de commerce sans savoir ce que je voulais faire vraiment. Je savais que le milieu du web m'attirait, donc classique, j'ai fait mon métier école de commerce. Comme marketing. Voilà, hein. Et puis, en fait, à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce qui va avoir du sens? Et voilà. Mais en fait, moi, j'étais dans le moule de être la petite parisienne, devoir correspondre au code de ce que tes amis attendent de toi, de ce qui est bien pour la vie, tout ça. Et en fait, mais c'est pour ça que j'étais plus heureuse, c'est parce qu'en fait, je pense que j'étais pas moi-même. Et en fait, pendant ce voyage, je me suis découverte qu'en fait, être toute seule, de me faire des soirées posées, à me faire mon petit yoga le matin, à être tranquille et en fait, justement, à pas avoir sortir tous les soirs et tout. En fait, j'aimais bien. Et en fait, j'ai découvert une facette de moi que je connaissais pas. Enfin, tu sais, même quand t'es dans un mode de vie normal, il y a des moments où tu deviens plus bienveillant, tu deviens les petites pestes. Enfin, c'est horrible ce que je vais dire. Mais tu sais, tu juste pour correspondre à des modes de vie et vraiment, enfin, c'est les gens, en plus, moi je viens de Paris, alors je parle vraiment pour les Parisiens, les gens sont pas bienveillants entre eux, hein. Ça peste dans tous les sens. Et Une Parisienne le dise. Ah non, mais c'est horrible. Mais moi, en fait, en plus, j'ai un parcours de vie assez spécifique, mais j'ai traîné dans des milieux un peu du showbiz, de plein de choses. Ça doit être horrible. Voilà, j'ai traîné avec des stars, des stars de la chanson, des trucs comme ça. Et en fait, tu te rends compte, j'ai fait beaucoup de danse aussi avec des danseurs de stars, enfin bref. Et c'est un milieu pas bienveillant. C'est des gens qui crachent l'un sur l'autre pour en fait dire moi je vaux mieux que l'autre. Et puis en fait, maman, j'ai toujours été un peu dans ce décalage. Je pense qu'à un moment donné, j'en suis partie de ce milieu parce que je me sentais plus à ma place. Moi, je suis trop nature pour ça en fait. Je peux pas, je sais pas mentir, je sais pas être fausse, je sais pas tout ça. Et en fait, du coup, pendant ce voyage, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que les gens qui me suivent sur Instagram, je pense qu'ils apprécient, c'est mon authenticité, c'est qui je suis, je j'ai pas de barrière, je vais pas faire une personne que je ne suis pas. Et en fait, pendant mon voyage, je me suis dit, mais en fait, je suis juste une personne simple qui a besoin de rien. Pendant mon tour du monde, justement, j'ai voyagé avec mon petit 50 litres. Bon, j'avais tout mon matos photo, vidéo aussi dans un autre sac. Ça pèse lourd. Oui, c'est ça. Voilà. Mais sur le reste, sac d'habits, j'ai voyagé avec 3 t-shirts, 2 shorts, un pantalon. J'avais un look qui ressemblait à rien. Et j'étais la plus heureuse. Tu sais, quand 15 mois, j'ai mis 3 fois du mascara. Oui, c'est vrai qu'après, t'as plus l'habitude de te maquiller. Ah ben non, mais je suis rentrée à Paris, j'étais là, bon, il faut que je ressemble à quelque chose. Je vais mettre au moins un trait de mascara et peut-être un peu de poudre ou un truc, tu vois. Mais en fait, j'étais tellement heureuse de dire ok, j'ai pas à choisir comment m'habiller, j'ai pas à choisir, je ressemble à rien, mais c'est pas grave, on ressemble tous à rien en voyage. C'est ça. Et en fait, tu sais, j'ai découvert des parts de moi où maintenant, en fait, je reviens en France et en fait, il y a tellement de situations qui me dépassent. C'est dur à dire, mais en fait, tu vois, j'ai des potes, ils vont dire des histoires cons, mais je me suis embrouillée avec un tel parce qu'il m'a fait ça, si. En fait, moi, ça me passe au-dessus. Ouais, en fait, il y a plein de situations où avant, je les prenais à cœur et maintenant, ça me passe au-dessus.
Oui, t'as une différente perspective en fait sur un différent point de vue sur la vie. En fait, j'ai un point de vue différent sur Ouais. la vie. En fait, j'ai pas besoin de grand-chose. J'ai juste besoin de me faire une vie qui me rendra heureuse, épanouie. Et je pense pas à ma retraite, comme justement, t'as la pression sociale de dire t'y penses à ta retraite, et t'y penses aux enfants, et t'y penses aux trucs, et voilà. Et non. Oui, je comprends complètement. Et il y a un truc, je pense aussi, tu l'as évoqué en filigrane, mais je pense aussi il y a le truc de la trentaine. Ouais. Parce qu'en fait, quand t'es dans la vingtaine, on dit c'est le plus bel âge enfin, c'est profiter des jeunes, etc. Mais en fait, tu sais pas qui t'es. Et en fait, la vingtaine, moi, je trouve que c'est quand même plein de tristesse. Enfin, moi, je l'ai vécu. T'es quand même tu sais pas qui t'es. Et justement, tu suis un petit peu ce qu'il y a autour de toi, ce qu'on attend de toi. Et la trentaine, c'est quand même c'est là où on dit, bah, en fait, tu prends conscience que t'as le droit d'être toi-même. Et que tu as le droit, tu parlais de plus sortir et de se faire un petit truc tout simple sur une plage, je sais pas quoi. Et en fait, c'est ça, c'est se dire, en fait, moi, c'est vraiment ça qui me fait plaisir. Mais moi, c'est beau la oui. trentaine, moi, je trouve. Mais la trentaine, en fait, c'est un aspect où c'est beau, mais c'est horrible aussi parce que, tu vois, par exemple, moi, du coup, je retourne à Bali là dans 2 semaines. Bon, le moment où sera publié le podcast, j'y serai sûrement depuis un moment. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, pendant mon tour du monde, et les gens qui me suivent, ils savent que j'ai mon petit rituel coucher de soleil coconut. Alors, c'est con, mais en fait, j'adore ce moment, moi, finir ma journée sur un petit coucher de soleil simple. Tu sais, tu déconnectes de ta journée, où tu as vécu plein d'émotions, tu bois ta petite noix de coco, petit truc sain, t'es pas obligé de prendre une bière, ou moi, ça me flingue l'intestin parce que j'ai l'intestin sensible. Voilà. Et en fait, c'est tout simple. Après, je sors de temps en temps aussi, voilà, j'aime bien revoir mes potes, mais en fait, tu te dis, bah, j'ai le droit d'être qui je suis. Et ça, c'est dur d'assumer qui on est, parce que t'as la pression. Mais à côté, tu vois, quand tu rentres, bah moi, là, t'as 32 ans, j'ai tous mes potes qui commencent à avoir des enfants, qui se marient. Tu vois, même ma petite sœur qui a 3 ans de moins que moi, s'est mariée cet été. Enfin, et au début, tu vois, je le prenais hyper mal. Le jour où j'ai passé le cap des 30 ans, je me suis dit, waouh, Aurélie, tu viens de te séparer, tu retombes à zéro. Et j'ai plein de copines qui ont ce truc de se dire, waouh, mais attends, j'ai 30 ans, mais t'imagines, pour les bébés, après ça va être trop tard. Et puis, le truc. Et en fait, moi, je suis hyper en paix avec moi-même. Je me dis, en fait, je pense que je suis beaucoup plus heureuse actuellement seule que mal accompagnée. C'est un peu ma philosophie. Ouais, c'est clair. Donc, si je rencontre quelqu'un, c'est très très bien. Mais voilà, mais. Il n'y a pas d'hommes qui écoutent ce podcast. S'il y a des hommes voyageurs, entrepreneurs qui sont avec nous, vous êtes les bienvenus. C'est une petite fiche. non, mais en fait, finalement, tu vois, on a cette pression sociale de dire mes parents, je sais qu'ils ont hâte d'être grands-parents. Au début, j'avais la pression, ils veulent tu vois, les petits-enfants, mais Aurélie, ça va être trop tard. Après, il faut que tu te poses dans ta vie, tout ça. Mais pourquoi on devrait se poser ? Pourquoi, si je suis heureuse ? Alors oui, j'ai envie de me poser, mais pourquoi se poser en France ? Pourquoi se poser ? Il faut que ce soit un choix, voilà. Il ne faut pas que ce soit maintenant ta pause ou ton voyage c'est terminé, tes vacances de 15 mois, voilà. c'est terminé, maintenant retour. Moi, c'est ce qu'on m'a dit beaucoup et c'est que beaucoup de gens ont entendu, je pense, c'est le retour à la vraie vie. Oui, c'est ça. Et en fait, si c'est un choix, très bien, mais maintenant si ça l'est pas, pourquoi En fait, c'est quoi la vraie vie, tu vois ? Ça. En fait, il y en a beaucoup de gens, ils disent, t'es de retour à la vraie vie. Mais la vraie vie, c'est quoi ? Est-ce que c'est une vie où on est obligé de rester dans notre pays, suivre les clichés ou pour moi, la vraie vie actuellement, c'est de vivre au gré de mes envies. En fait, les gens ont un problème, et surtout mes parents, l'ancienne génération, mes amis, ils comprennent mieux, mais tu vois, je leur dis, là, je pars à Bali, ils me disent, combien de temps ? J'en ai aucune idée. Je vais au gré de mes envies. Et justement, là, l'idée, c'est que je bosse sur des projets, parce qu'il faut que je gagne de l'argent maintenant, et que je vive, qu'on se le cache pas. Mais... voilà, en fait, si j'ai envie de vivre 6 mois là-bas et puis de revenir 6 mois en France parce que c'est ce qui me met bien, de retrouver ma famille, etc. On voit les projets, on voit les trucs. En fait, j'ai plus envie de me mettre de contraintes, de me dire il faut que je sois rentrée dans 6 mois et si j'avais envie de rester plus ou si j'avais envie de rester moins. Tu vois, en fait, maintenant, j'ai appris en voyage de me dire s'il y a un endroit que j'aime bien, j'ai envie d'y rester. C'est frustrant de dire tu veux partir ou à l'inverse. C'est ça que je dis en plus aux personnes qui veulent voyager. Si t'as un endroit, te mets pas des barrières de dire il faut que je reste 1 mois dans ce pays, nanana. Imagine, tu l'aimes pas, le pays. Et en fait, du coup, tu t'imposes de rester 1 mois dans le pays. Si t'as déjà pris ton billet qui est dans 2 semaines. C'est ça. Et moi, en fait, je partais en tour du monde en disant il y en a qui prennent, à l'époque, c'est de moins en moins rentable, mais les billets tour du monde où tu sais, tu prends tes dates fixes ou tes pays et autres, mais ça te laisse tellement moins de liberté de vivre au gré de tes envies et de tes rencontres. Moi, pendant mon voyage, j'ai fait des rencontres qui m'ont mené à des endroits où je pensais pas du tout ou autres. Ça, c'est vraiment une chance quand
Mais c'est une chance, je sais que... Alors, en fait, je revois juste mon voyage, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est un truc de fou. Qu'est-ce que j'ai vécu? C'est prenant. C'est prenant. Ouais, c'est ouf. Et j'ai pas envie que ça s'arrête, tu vois. De me dire de vivre une vie... Pas de voyager, mais finalement, tu vois, de partir juste vivre à l'étranger aussi, c'est continuer à des moments... Alors, tu es en dehors de ta zone de confort, bien sûr, mais... J'aimerais bien, tu vois, me poser pour avoir mon rituel de boulot, etc. Mais me dire, oh tiens, le week-end, je vais sortir de ma zone de confort, je vais aller faire une petite excursion là. Et après, ça peut très bien se faire en France aussi, justement. C'est ce que je dis aux gens. En fait, pour pas avoir le retour, je sais que c'est un truc que tu voulais me demander, le retour, le blues. C'était comment est-ce qu'on... On verra après. C'est intéressant ce que tu dis. Avec le voyage, ça a ouvert des portes du possible et de s'écouter. Et tu vois qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai réalisé. C'est que peut-être que là, je vis à Toulouse parce que j'avais envie de me poser à Toulouse, mais peut-être que... Mais là, on parle déjà d'un projet d'aller habiter au Portugal, tu vois. Ouais, il y a beaucoup de digital nomades qui vont au Portugal. Voilà. Mais peut-être que ce sera 6 mois ou 1 an et qu'après, j'irai habiter, j'en sais rien, ailleurs. Enfin, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, maintenant, je peux m'écouter. J'ai la capacité de savoir ce que je veux. Si j'ai envie, à un moment donné, de me poser... de construire une maison, de me marier, de faire des enfants, très bien aussi. Bah oui, moi aussi, c'est ça. Ouais. Faut juste savoir s'écouter sur le moment. Quand on a envie, quand on a envie, tu pourras le faire. Bon, après, l'intérêt, c'est que maintenant, il y a Internet. Donc, en fait, ça a développé plein de possibilités. C'est pour ça que les parents ne comprennent pas qu'on puisse bosser de l'autre bout du monde sans avoir un boss qui est sur ton dos tous les jours. Voilà, t'as plein de possibilités d'être digital nomade, entrepreneur toi-même, enfin... Voilà, mais je comprends totalement ton point de vue, c'est trop bien. Et c'est comme moi, tu vois, je te dis ça, dans 6 mois, ça se trouve, je vais avoir un déclic, je vais avoir rencontré l'homme de ma vie et je vais me poser en France et avoir des gosses. J'en sais rien, tu vois, mais... On dit tout ça, mais tu sais, ça fait 5 ans. Je suis pas sûre que... En vrai, je dis ça, parce que je pense que ça existe. Mais les nanas que j'ai à mon micro et qui je discute de ça, j'en connais pas une qui a arrêté de voyager, tu vois. Ou alors, effectivement, elles ont acheté une maison et elles ont leur pied à terre. Ouais. Mais par contre, elles continuent de voyager. Le voyage est dans leur vie de manière très régulière et pas que comme des vacances. Parce que le moment où tu as fait la différence entre voyage et vacances... Moi, je peux plus faire de vacances. En fait, moi, je sais que c'est pour ça que je me suis dit je peux pas retourner à un CDI ou à un mode de vie normal aussi. C'est que j'aime trop ma liberté et que je peux plus maintenant voyager 2 semaines sur mes En fait, tu vis tellement de choses et tout, c'est que j'ai envie de voyager. Moi, j'ai beaucoup voyagé en mode slow travel, comme on dit. Tu sais, tu profites, tu vas dans des petites communautés, tu fais des rencontres, tu vas sortir du chemin, des sentiers battus, tout ça. Et... en fait, je peux plus retourner en me disant, ok, déjà, pour l'empreinte carbone, de me dire, je vais faire des vacances de 2 semaines, Paris, Tanzanie, Paris, je sais pas, Brésil ou quoi. Là, maintenant, si j'ai le projet de partir, à des moments, je me dis, ok, tu vois, s'il y a une copine qui veut partir dans une destination, là, j'ai eu des discussions avec une copine, elle me dit, vas-y, on part en Namibie. Namibie, j'ai le projet tout. Je dis, ok, génial. J'aimerais trop. Mais je me dis, ok, c'est dans le cadre où je me dis, je ferai tous les alentours et je pars 3 mois en Amérique du Sud. Enfin, en Afrique du Sud, pardon. Tu vois, je peux pas me dire... je pars que 2 semaines déjà pour l'empreinte carbone et puis c'est qu'en fait j'ai envie, quand je suis à un endroit maintenant j'ai envie de voir les alentours. J'ai des projets de tourner en Amérique du Sud parce que j'ai tellement encore de pays que je veux voir, j'ai trop de destinations que je veux faire. Mais sauf que maintenant quand j'irai dans des destinations, j'ai pas envie de les faire pour 2 semaines, j'ai envie vraiment de m'intégrer, de voir les alentours, de coupler plusieurs choses, tu vois. Et de pouvoir bosser en même temps. Voilà, c'est ça. Ça demande de changer ton mode de vie pour que ça s'adapte au voyage et plus l'inverse en fait. Non, c'est vrai. Donc tu parlais de ce projet de retour à Bali. J'avais une des questions, c'était quelle stratégie on peut envisager pour surmonter ce syndrome du retour du voyage. Mais j'ai quand même lu que la plupart des gens repartent. Oui, alors en fait j'en ai beaucoup discuté avec du monde sur ça et en fait dans les stratégies à avoir, il y en a plusieurs. C'est soit déjà planifier un prochain voyage pour si c'est des gens passionnés de voyage. C'est planifier un prochain voyage. Ça te donnera une vision de te dire oh, trop bien, je repars. Enfin voilà, je reste pas dans mon confort pour ceux qui se retournent dans le CDI ou quoi. Et en fait, je pense que la clé, c'est d'avoir des projets. D'avoir des projets qui sont même pas que voyage. C'est par exemple, tu rentres en France, je sais pas, t'as déjà une famille, puisque je connais plein de familles qui ont fait des tours du monde. Des projets, tu vois, là par exemple, il y en a, leur projet c'était de déménager. Il y en a, c'est des projets, c'est j'achète une maison et je la retape. Un projet d'ouvrir un restaurant, un projet d'ouvrir un petit truc. En fait, c'est juste ayez des projets pour moi. En fait, je pense que ce qui est le plus dur, c'est la routine. Il faut fuir la routine. Parce qu'en fait, en voyage, tu n'es jamais dans une routine. Tu as l'éveil des sens, tu vis toujours des émotions différentes chaque jour. Et en fait, là, tu reviens, bam, routine. Et tu te dis non, c'est pas possible. En fait, on est des addicts, je suis en train de me dire. Mais c'est vrai. Tu sais, on est addicts aux émotions.
Mais oui, procuré par le voyage. mais c'est ça. Et en fait, après, t'as des gens qui aiment très bien la routine, mais du coup, en tour du monde, c'était un autre mode de vie. Et voilà, mais en fait, si tu veux... Du coup, ces gens ont moins le contre-coup du retour de voyage, tu vois. Mais alors que les gens qui aiment bien les émotions, les trucs comme ça, qui vivent un peu de... Tu vois, de pulsion, de dire, ouais, il faut que j'organise un truc et tout. Et ben en fait, ils rentrent et puis... en fait, les projets. Je pense que c'est les projets tu vois, pas obligé comme moi de dire je vais partir vivre à l'autre bout du monde ou voilà, ou de partir te reconvertir ou lancer. En fait, c'est des projets. Un truc qui te fait vibrer Tout à fait. et qui te fera tenir. Je pense c'est vraiment la clé, quoi. Et donc toi, ce projet de Bali, c'est pourquoi? Donc tu t'en as un peu parlé, c'est pour te poser, c'est ça? En fait, moi je suis rentrée en me disant, justement la fameuse question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et en fait, c'est que j'ai mon petit Instagram, dans la partie création de contenu, la partie blogueuse que je faisais depuis 3-4 ans là, en passion à côté de mon boulot. Et en fait, ça a pris une grande part de ma vie finalement. Parce que ça prend du temps d'écrire des articles, d'aider les voyageurs, chaque jour poster des choses. Mais en fait, j'ai fait ça par passion, tu vois, la création de contenu. Je suis passionnée de photos aussi, de partager tout. Et je me suis dit, mais en fait, à la base, je suis revenue en me disant, ce sera peut-être un boulot, comment en vivre déjà? Est-ce que ça peut être viable? Et tout. Et en fait, j'ai fait des rendez-vous en rentrant. J'ai le droit au RSA, en fait, en rentrant, parce que en posant madame, j'avais pas le droit au chômage. Et donc, en fait, je suis suivie par une conseillère de création d'entreprise, vu que je l'avais déjà lancé pour mon statut d'entrepreneur. Et je lui ai dit mes projets. Et puis, je lui ai dit, j'ai ce truc de blogging, création de contenu, tout ça. Puis, j'ai dit, après, je pense que j'ai plein de choses à faire en rentrant. Tu vois, j'ai encore plein d'articles à écrire sur mon voyage. Ouais. Et j'aimerais aider les voyageurs solo. J'aimerais aider les gens à mieux voyager, aider les gens à partager toutes les astuces que j'ai appris en fait en voyage. Mais est-ce que j'arriverai à gagner vraiment un revenu avec ça? Je sais pas. Donc, je dis à la dame, à côté, moi, j'ai mes compétences de marketing, communication. Est-ce que, du coup, je me mettrais pas Je lui ai dit, en fait, j'ai envie de me donner ma chance quelques mois et voir. Et puis, si ça marche pas, je me mets en freelance. En fait, freelance qui permet aussi une liberté dans le monde de dire, j'ai envie d'aider des marques éco-responsables à développer leur business, des choses comme ça. Et en fait, elle m'a dit, mais vu comment vous parlez, mais passez du temps à votre passion. Voyez comment ça marche, donnez-vous la chance, vous avez encore un peu d'économie et tout. Donnez-vous la chance de faire ça. Et donc, du coup, moi, j'y croyais pas. Je dis, quand en lançant mon blog, j'étais là, mais jamais j'en vivrai de ma vie. Enfin, pour l'instant, j'en vis pas non plus, du coup, tu vois, ça me fait une petite passion et ça me fait un complément de revenu avec les partenariats, les trucs comme ça. Mais je faisais ça, même j'acceptais plein de trucs non rémunérés. Bon, on en parlait un petit peu tout à l'heure, pour un peu avertir les gens que ça vende pas du rêve. Hein. Quand t'es blogueur, créateur de contenu, tu ne gagnes pas ta vie de ça. C'est très compliqué de le gagner. Blogueuse, en fait, ceux qui gagnent leur vie, c'est via de l'affiliation, de vendre des petits trucs. Moi, je gagne des 30 centimes par-ci, 1 euro par là parce que les gens achètent des choses via mes liens. Mais en fait, là, par exemple, pour gagner 300 € par mois, c'est déjà dur, tu vois. Voilà. Et après, tu as des partenariats un petit peu rémunérés, mais avant, j'acceptais plein de choses non rémunérées. Maintenant, j'ai décidé d'accepter que des choses rémunérées parce qu'il faut que je vive, en fait. C'est vrai que j'ai une bonne communauté maintenant, mais bien sûr, tout en respectant mes valeurs. Donc ce qui est pas toujours simple, parfois j'ai plein de marques qui me contactent mais dans des choses qui ne respectent pas mes valeurs ou des choses qui ne m'intéressent pas, donc je refuse, quitte à ne pas avoir de revenus, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là en fait je suis partie en me disant ok, je veux vivre ma meilleure vie, avoir un petit rituel où justement le matin je ferai mon yoga, la journée je bosse, le soir je vais voir mon petit coucher de soleil, tout ça. Et en fait en me renseignant, je voulais à la base partir à La Réunion. Sauf que La Réunion, en fait faut savoir que c'est un mode de vie comme en France. Ah oui, faut avoir ta voiture, faut avoir un appart, tout ça. En fait, c'est les mêmes contraintes qu'en France. Donc, en fait, en discutant avec des potes, j'étais là, non, en fait, non. Et en fait, j'écoutais plein de podcasts. Tu vois, je suis sur un podcast aujourd'hui, c'est incroyable. N'est-ce pas? Mais j'écoute énormément de podcasts, même pendant mon voyage. C'est très inspirant et j'écoute des podcasts d'autres personnes, d'entrepreneurs, en fait. Que ce soit des blogueurs, entrepreneurs ou même des gens dans l'immobilier, finalement. Ouais. Et incroyable, ils sont tous passés par Bali. C'est un spot de truc de ouf, Bali. Digital nomade, pour les digital nomades. Et en plus, moi, j'y suis déjà allée 2 fois à Bali l'année dernière. J'ai fait 2 mois en Indonésie et j'ai été repassée avant de rentrer à Paris pour Noël. Okay. C'est sur le chemin du retour de la Nouvelle-Zélande. Et en fait, Bali, en même temps, j'avais détesté, mais adoré. Détesté pour tout l'aspect Instagram qui est hyper coté, les gens, voilà. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Mais à côté, j'ai adoré parce que la culture balinaise est incroyable. Tu manges très bien, t'as un mode de vie où tu peux aspirer pour pas trop cher à vivre très bien. Et en fait, en écoutant tous ces podcasts, ils se sont tous passés. Et en fait, quand tu lances un business, moi, je me suis dit, ça y est, je me mets officiellement sur mon blog. J'ai en fait besoin d'être créative et tout.
Et je sais qu'en France, je suis pas créative. Enfin, j'ai besoin d'un environnement qui me booste. Créatif mais posé quand même. En fait, j'ai besoin d'avoir une routine, mais la journée que je sois créative, tu vois, j'ai un environnement qui me booste. Le soir, de me dire, ok, je vais faire mon petit coucher de soleil, je vais retrouver des amis, des gens ouverts sur l'entrepreneuriat. Et en fait, le truc, c'est que quand je suis rentrée en France, j'ai eu cette barrière de me dire, tous mes amis sont en CDI. J'en ai quelques-unes de mes copines qui ont lancé leur boîte ou quoi, mais c'est très peu de mon entourage. Et en fait, c'est quoi ? Ça te bouffe le moral. Ils te disent ah ouais, mais comment tu vas faire ? Comment tu vas gagner de l'argent ? Et tu touches ma mère, combien tu vas gagner à la fin du mois ? Et trucs, mais j'en sais rien. Et voilà, on verra bien. Donc là, je me forme. Et en fait, j'ai besoin d'être entourée. C'est un truc que j'ai appris. La clé, c'est d'être entourée, quand t'es entrepreneur, d'être entourée d'entrepreneurs. Oui, des gens qui te boostent, qui te disent tu vas le faire, ou qui t'aident, qui te donnent des techniques et tout. Et je me suis dit, ok, le meilleur moyen, c'est de retourner à Bali, d'être bien entourée. On verra ce que ça donne. Et durant le podcast, quand il sortira, je pense que j'aurai déjà eu des réponses. J'y serai. Et puis j'aurai plein de choses, mais tu vois, c'est l'entourage de me dire que je peux vivre une vie sereine. Bali, ils sont très axés yoga, bien-être, tout ça. Sûr. Et moi, c'est mon environnement. Ouais, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Passage par Bali un peu obligatoire à un moment donné quand tu es dans cette réflexion, j'ai l'impression. En fait, je pense que c'est inspirant. En fait, il y a des vibes. Enfin, tu sais quoi, pardon le mot. T'as une énergie sur l'île qui. Soit l'île, j'ai appris ce week-end, quelqu'un m'a dit, soit l'île de Bali te rejette, soit elle t'accepte. Ah oui, c'est vrai qu'on me dit ça. Je savais pas, j'ai appris ça ce week-end. Oui, donc moi, je pense qu'elle m'a accepté vu que j'y suis déjà allée 2 fois et que elle me rappelle. Au fond de moi, j'avais envie d'y retourner. C'est vrai. Et j'en discutais avec d'autres filles qui sont passées par là-bas et qui vont y retourner. Donc bon, là, en fait, j'ai envie de voir. Et puis si ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, j'ai envie... j'y vais en fait du coup pour avoir une sorte de routine, me poser. Parce qu'en voyageant, tu peux pas bosser. C'est très compliqué. Non, c'est compliqué, ouais. T'as pas de rigueur dans ton travail. Donc voilà, pour m'y poser, mais en même temps faire des rencontres qui me donneront de l'entrain. Et en fait, ça se trouve, je vais développer... Enfin, j'ai plein d'idées de business, là, j'ai mon cerveau qui va exploser. Mais en fait, justement, pour recadrer un peu mes projets, des gens me disent, justement, ça se trouve des retours d'expérience de ce qu'ils ont vécu, ce qu'il faut pas faire. Je suis plein de formations, voilà, j'ai le cerveau en effervescence, mais un peu me poser là-dedans. Je vois, tu es dans l'étape de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, en mode... En fait, c'était ma passion avant, mais maintenant, il faut que j'en fasse un business si je veux vivre. Et en fait, c'est très dur de dire waouh, je vendais tout gratos, mon blog était gratos, tout ça. Sauf que maintenant, si je veux en vivre, faut faire de la pub, faut faire des trucs rémunérés, faut vendre des produits. Faut se vendre soi. Et en fait. À la juste valeur aussi. C'est ça. Et c'est dur parce que moi, je faisais tout gratuit. Et voilà. Donc, c'est l'étape où j'en suis de ma vie. Et puis, ça va évoluer. Et écoute, je te souhaite que du bonheur. Et, merci. Je suis sûre que Bali va t'apporter des réponses. Oui, Et donc, on arrive sur la dernière question de ce podcast. Le podcast s'appelle De vraie vie. Ouais. Je te le dis de but en blanc, c'est quoi pour toi la vraie vie ? T'as déjà répondu. La vraie vie, franchement, c'est la vraie vie. C'est une vie où on est épanoui, heureux. Et franchement, j'aurais pas d'autre mot à dire que ça. Ouais. Faites la vraie vie, c'est rendre ce qui vous rend heureux. C'est tout, point. Si c'est avoir un CDI, si c'est avoir une petite maison avec son chien et ses chats, ou si c'est voyager à travers le monde et jamais te poser, vivez la vie qui vous rend heureux. Voilà, c'est mon mot de la fin, je pense. Et j'ajouterais que rien n'est fixe. Non. Et dans la vie, on peut changer. Ah oui, ça, c'est la vraie vie. La vraie vie qui, pour moi, était la vraie vie il y a 4 ans, n'est plus du tout la vie qui est la vraie vie pour moi maintenant. Et je pense que ce ne sera plus dans 5 ans ce que je dirais ma définition de la vraie vie. Ouais. Très intéressant. Merci beaucoup, Lélie. Merci à toi, en tout cas. Et puis, je vais pas poser la question. On va refaire cette question. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, bien sûr, sur les internets ? Oui, alors vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram sous le nom de Lily Foodies Travel, sur mon blog aussi, lilyfoodiestravel.com. Voilà, maintenant je me développe un peu plus sur d'autres réseaux comme TikTok, j'ai Facebook, voilà. Donc toujours le même pseudo, vous pouvez me trouver un petit peu sur toute la toile du net, comme ça. Et si vous avez des questions suite au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, je réponds toujours. Trop bien, et moi je mettrai des liens dans la description évidemment. Cool. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ma conversation avec Lily. Si tu as aimé cet épisode et le podcast de manière générale et que tu veux le soutenir, le meilleur moyen c'est de m'envoyer de l'amour. Et ça c'est au choix ou tout en même temps, c'est toi qui vois. T'abonner au podcast, me suivre sur Instagram @devraivie, m'écrire un message, laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vraiment t'es quelqu'un de super, et ça vraiment j'en suis sûre en fait, tu peux partager ce podcast à ta copine qui rêve de tout plaquer pour voyager. Et en plus tu ferais d'une pierre deux coups pour ta copine et pour moi, donc parfait. Encore merci pour ton écoute et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. À très vite.